Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin Raphaël Glucksmann, tête de liste PS Place Publique aux élections européennes du 9 juin prochain. Raphaël Glucksmann, vous êtes désormais crédité de 14% d'intention de vote dans notre tout dernier sondage Toluna Harris Interactive publié ce matin. C'est un point de plus que la semaine dernière et c'est surtout un point de moins seulement que la liste Renaissance emmenée par Valérie Yé, qui est donc à 15%. Jamais l'écart entre vos deux listes n'a été aussi faible dans notre sondage. C'est quoi la prochaine étape? Passer devant? C'est ça l'objectif d'ailleurs? Alors, je suis la pire personne pour parler de projection dans les sondages parce que je me plante à chaque fois. Mais vous les regardez? Bien sûr, ça serait mentir. Les politiques qui vous disent qu'ils ne regardent pas les sondages sont des hypocrites, mais je les regarde, mais je suis incapable de faire la moindre prédiction. Par contre, ce que je vois, ce que je sais, c'est qu'il y a un espoir qui est en train de naître, une espérance, qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans nos réunions publiques et qui nous disent qu'enfin, ils ont l'impression de respirer, qu'ils ont l'impression de retrouver la gauche humaniste, pro-européenne, celle de Jacques Delors, celle de Robert Badinter, qu'ils ont l'impression aussi de bouleverser un échiquier politique qui semblait figé et suffocant. Et c'est ça, moi, qui me fait plaisir. Et d'autant plus qu'en fait, on fait une campagne un peu bizarre en France. C'est qu'on fait une campagne en répondant à la question posée par une élection. C'est-à-dire que moi, au début de la campagne, on m'a dit... Non, mais vous savez, ne parlez pas d'Europe. L'Europe, ça ennuie tout le monde. Eh bien, je parle d'Europe partout, de ce que l'Europe peut devenir, de ce que l'Europe doit devenir, de ce qu'elle peut faire pour les citoyennes et les citoyens français. Et ça passionne. Et c'est important parce que dans un pays où on refait toujours une présidentielle, moi, je pense que la démocratie, ça suppose de répondre à la question posée par une élection. Vous n'êtes pas fixé un objectif ? Mieux que la dernière fois, c'était 6,9%. Ouais, j'avoue que je serais très déçu de ne pas remplir cet objectif en toute sincérité. Mais non, mon objectif, c'est de faire la campagne la plus enthousiaste possible, qu'il y ait un nouveau, une sorte de flamme démocratique. Vous savez, on est dans un moment où la démocratie est extrêmement fragile, où le débat public est brutalisé en permanence, où on a recours à la violence, à la calomnie, aux fake news. Eh bien, moi, je veux faire une campagne centrée sur des propositions qui sont enthousiastes. Je veux qu'on montre aux Français que la France est plus puissante qu'ils ne le pensent souvent, que l'Europe n'est pas condamnée à la faiblesse et qu'en fait, on est à un moment décisif de notre histoire où on peut s'affirmer, on peut créer une puissance européenne, une puissance écologique européenne, une puissance industrielle européenne, une puissance démocratique européenne et que finalement, on n'est pas condamné à assister à un match entre les États-Unis et la Chine pour décider de l'avenir du monde. La Chine, venons-y justement. L'Europe a été au cœur des discussions pour le coup hier à l'Elysée avec le premier jour de cette visite du président chinois. Paris donc hier, les Hautes-Pyrénées aujourd'hui. Dans une tribune publiée hier dans le journal Le Monde, vous accusez Emmanuel Macron de dérouler le tapis rouge à un tyran. Ça veut dire quoi? Qu'on ne doit pas recevoir le président chinois en France? On peut tout à fait recevoir le président chinois en France, mais on ne le traite pas en ami. On ne traite pas en ami le président qui est le principal soutien de la guerre de Vladimir Poutine qui menace l'ensemble du continent européen. Le président qui scelle un traité d'amitié sans limite avec le dictateur russe qui menace notre sécurité. Sauf que c'est lui qui discute encore avec Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se dit pourquoi pas essayer si ça peut être un lien. On établit un rapport de force avec lui, mais on ne l'amène pas dans le village de la grand-mère, dans les Pyrénées. On ne donne pas une tonalité amicale à cette visite. Ce n'est pas notre ami. L'homme qui déporte les Ouïghours, qui réprime les Hongkongais, qui réprime les Tibétains n'est pas notre ami. L'homme qui... C'est pas un moyen d'obtenir quelque chose quand hier Emmanuel Macron dit qu'il obtient une trêve olympique, par exemple. Mais Emmanuel Macron a tenté cette diplomatie narcissique de je flatte le tyran avec Vladimir Poutine pendant 5 ans, le fort de Brégançon, souvenez-vous, le musée de l'Ermitage, l'étu, l'étoile, l'amitié, la camaraderie, la célébration de la poésie. Et tout cela s'est conclu par quoi ? Par l'invasion de l'Ukraine et les menaces de plus en plus fortes sur nos démocraties, les ingérences dans nos démocraties. Moi, j'ai présidé la commission spéciale du Parlement européen sur les ingérences. Et je peux vous dire que Xi Jinping, l'homme qu'on reçoit en ami, c'est un homme qui a orchestré la déstabilisation de nos démocraties pendant la pandémie. C'est un homme qui essaye d'acheter des dirigeants français pour promouvoir les intérêts chinois. C'est un homme qui orchestre des attaques de hackers, le groupe APT31 qui menace, qui attaque directement nos industries stratégiques. Et c'est l'homme surtout. Pour les Français. C'est l'homme qui a comme stratégie de ratiboiser notre production. Moi, j'étais encore avec les dirigeants d'une entreprise florissante. Attendez, ratiboiser notre production, ok, mais on a besoin de la Chine. Aujourd'hui, on est ultra dépendant. Et la Chine a besoin de nous, nous sommes plus forts que nous le pensons. Ça sert à rien de dérouler le tapis rouge. La Chine a besoin du marché européen qui est le premier marché mondial. Donc on doit se servir de ce marché comme d'un levier pour entrer en rapport de force. Les dirigeants de... Mais si demain la Chine nous dit je vous fournis plus de batteries électriques, par exemple, pour vos voitures, on a mal. C'est bien
bien pour ça qu'il faut découpler nos économies, qu'il faut dérisquer nos économies. Mais tout ça, ça va prendre du temps. Mais oui, mais quand est-ce qu'on commence en fait? Il y a un moment où il faut assumer de redevenir producteur. Aujourd'hui, on dépend de la Chine en tout, dans toutes les industries stratégiques, et on est incapable d'établir un rapport de force. Vous savez, le dumping chinois, quand les Canadiens identifient du dumping qui menace leurs industries, ils taxent les produits chinois à 235%. Quand les Européens font la même chose et qu'ils identifient une menace, on les taxe à 15%. C'est-à-dire que les Chinois s'en moquent. Non, mais sauf que ça veut dire que c'est le consommateur qui risque de payer au final. Si on augmente les taxes des produits chinois, on n'a pas le choix pour les acheter pour la plupart. Que des consommateurs. Nous n'avons pas le choix. Pourquoi? Parce que nous avons laissé ratiboiser notre production. Nous avions des champions en France et en Europe des panneaux photovoltaïques, des panneaux solaires. Une entreprise comme Sistovi était une entreprise florissante. Moi, j'ai rencontré les dirigeants et ils m'ont dit quoi? Ils ont dû mettre la clé sous la porte parce que les Chinois ont divisé leur prix par 4 de manière complètement artificielle pour tuer les productions françaises. Sauf que ce que vous proposez, c'est pour dans 10 le ans, politique nous a aujourd'hui, on n'a pas le choix. Sistovi, c'était des employés qui travaillaient maintenant et on les a laissés crever. Mais aujourd'hui, 96% des panneaux photovoltaïques, ils nous viennent de Chine. Et donc vous voulez ça, une vie de vassal? Mais non, moi ce que je veux pour l'Europe, c'est qu'on redevienne un continent de producteurs de sécurité. On ne peut pas dépendre des États-Unis exclusivement pour savoir si nos capitales seront défendues. On ne peut pas dépendre des pays du Golfe pour notre énergie. Il faut faire la révolution énergétique. On ne peut pas dépendre de la Chine dans toutes les industries stratégiques. Ce qu'il faut faire, c'est reprendre en main notre destin. Et donc ça passera par des rapports de force. Oui, des rapports de force. Même si ça doit pénaliser par exemple les producteurs de cognac. Mais par exemple, on doit produire des batteries électriques, on doit produire des éoliennes, on doit produire des panneaux solaires. Mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais ça commence par des protections commerciales. Là, ce qu'on a fait depuis 20 ans, c'est open bar, c'est ouvrir nos frontières et laisser la Chine devenir le principal bénéficiaire de la globalisation qui était en fait simplement un grand déménagement du monde. On a donné nos clés, il faut les reprendre et produire à nouveau chez nous. Sinon, ce qui nous guette, c'est un destin de vassal. Et moi, je ne veux pas ça pour l'Europe. Je veux qu'on soit une puissance productrice de son propre destin, qu'on soit capable de contrôler notre avenir, de prendre nos décisions. Et c'est pas en déroulant le tapis rouge face à un tyran qui ratiboise nos productions que nous y arriverons. On négocier avec lui en rapport de force, en s'appuyant sur le marché européen et sur, surtout, une volonté de puissance qui nous manque aujourd'hui en Europe. Autre dîner, Raphaël Glucksmann, qui avait lieu hier soir, c'est celui du CRIF, avec ces chiffres donnés par le Premier ministre Gabriel Attal. 366 faits antisémites au premier trimestre, ça fait 4 par jour, plus 300% sur un an. Vous avez dénoncé la semaine dernière les menaces nombreuses dont vous faisiez l'objet, des menaces souvent, avez-vous dit, à caractère antisémite. C'est nouveau, vous n'aviez pas reçu ce genre de menaces lors de la précédente campagne? Non, c'est nouveau et c'est une libération de la parole et de la haine qui est extrêmement dangereuse. Et ça s'inscrit dans un cadre général, ça cible particulièrement les Juifs depuis le 7 octobre, mais ça s'inscrit dans un cadre général qui est celui de la brutalisation de la parole publique, du débat public, de la libération des haines et des violences. Et moi, je vous le dis, il faut mettre un stop tout de suite à cela. Il faut arrêter d'attiser le feu. Il faut faire très attention, puisque ce type de violence, ce type de stigmatisation, ce type de comportement emporte les démocraties dans l'abîme. Le président du CRIF hier soir disait: Jean-Luc Mélenchon est un totalitaire en puissance et un danger pour la République. C'est lui le grand responsable de tout ça? Je ne pense pas qu'il y ait un grand responsable de tout ça, mais vraiment, j'appelle tous les responsables politiques, et Jean-Luc Mélenchon en particulier, à ne jamais jouer avec les flammes, parce que... Il joue avec les flammes là aujourd'hui. Finalement, aujourd'hui, on est dans une station essence, donc il faut plus craquer d'allumettes. On se calme tous, on reprend nos responsabilités, on revient à la raison et on met fin à la brutalisation du débat public. Moi, je vous le dis, toute la campagne que j'ai conçue, c'est un antidote à cette brutalisation. C'est une mobilisation contre ce type de rapport à la chose publique et à la politique. C'est finalement un vote contre le retour des haines, le retour de la violence qui emporte les démocraties et qui les condamne. On doit faire très attention. Vous savez, la démocratie, c'est quelque chose de fragile. On a toujours considéré que c'était un acquis. On est né dedans. Vous et moi, on est nés dedans. Et on a toujours pensé que ça pouvait être éternel, finalement, que c'était naturel. Ça n'a rien de naturel, la démocratie, vous savez. Il faut la cultiver, sinon elle s'érode. Il faut se battre pour elle, sinon elle s'effondre. Un dernier mot, Raphaël Glucksmann, de ce qui se passe actuellement à Rafah, sur le terrain. Il y a d'un côté le Hamas qui dit accepter cette proposition de cessez-le-feu faite par l'Égypte et le Qatar. Israël qui a mené des frappes sur Rafah cette nuit. Vous y croyez à cette trêve? Il faut le cessez-le-feu. Il faut mettre fin au carnage. Il faut un cessez-le-feu
permanent et la libération des otages. L'attaque sur Rafah serait une catastrophe humanitaire. Et vraiment, il faut tout faire pour mettre fin à ce carnage, pour que l'aide puisse arriver à la population palestinienne de Gaza et pour que enfin on puisse retrouver la voie de la paix. Et la voie de la paix, ça passera par quoi? Par la reconnaissance d'un État palestinien et la sécurité d'Israël. Merci beaucoup. Merci.